juge d'instruction de la Cour de sûreté de l'État a formellement inculpé vendredi Jafar Saïd Ahmed Hassan pour des faits d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et délivré un mandat d'arrêt contre lui. Cette décision de justice est intervenue alors que l'ancien vice-président avait quitté les Comores jeudi pour un voyage à l'étranger sans être inquiété. Visiblement pas informé de ce voyage, la police a interpellé son épouse et l'a placée en garde à vue pendant près de 24 heures avant de la relâcher selon l'entourage de l'ancien vice-président. Le ministère des Affaires étrangères de l'archipel a pour sa part informé ses missions diplomatiques et consulaires que les passeports diplomatiques délivrés en faveur de Jafar Ahmed Saïd Hassan en qualité de vice-président ont été annulés. Magistrat de formation, l'ancien vice-président était tombé en disgrâce depuis plusieurs mois pour avoir critiqué ouvertement la réforme constitutionnelle du président Azali Assoumani, adoptée à une très large majorité par référendum le 30 juillet. Jafar Ahmed Saïd Hassan avait jugé cette réforme illégale et anticonstitutionnelle et dénoncé avec toute l'opposition une dérive dangereuse du chef de l'État. À l'intérieur du pays, comme à Niamey, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont battu le macadam pour une nouvelle fois dire non à la loi des finances 2018 et la mauvaise gouvernance du pays par le régime de Niamey. Une gouvernance caractérisée selon les organisateurs de cette 19e journée d'action citoyenne par la corruption, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite, la violation répétée de la Constitution et des droits de l'homme. Ce pourquoi les citoyens sont sortis nombreux à la grande satisfaction des organisateurs. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un peu partout dans le pays, les gens sont en train de se mobiliser, de prendre conscience. Donc cette journée d'action citoyenne, elle se déroule sur l'ensemble du territoire national. Et même dans les endroits où on attend le moins, comme par exemple à Difa, malgré l'état d'urgence, les citoyens se sont organisés pour braver tout ça. Donc vraiment, c'est une grande manif qui se tient partout et nous sommes vraiment très fiers de ça et ça va continuer. Côte à côte, à l'occasion de cette manifestation, acteurs de la société civile et de l'opposition politique, ils se sont mis ensemble, disent-ils, car le pays est malade et qu'il a besoin d'une union des démocrates et patriotes pour être sauvé de la dérive autoritaire du régime en place. Nous sommes là pour parler de la gouvernance, de la démocratie et des libertés de notre pays. Donc c'est pour cela que nous sommes présents et comme nous l'avons dit, nous serons de toutes les batailles dans ce pays. Le pays se porte mal, il y a la nécessité d'un réveil citoyen massif pour que nous puissions imposer un rapport de force démocratique à ce gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons amplifier dans les prochaines manifestations. La marche et le meeting se sont déroulés dans le calme et les manifestants se sont dispersés avec l'engagement de poursuivre la lutte pour, je cite, ramener le gouvernement sur le droit chemin. Selon les premières informations, l'explosion a été provoquée par une voiture remplie d'explosifs qui visait le quartier général du district de Odan, dans le nord-est de la ville. Le véhicule a d'abord foncé sur un barrage avant d'exploser. L'explosion a d'abord provoqué une colonne de fumée, puis l'effondrement de plusieurs constructions, dont une mosquée. D'autres témoignages parlent de 2 mosquées parmi les bâtiments détruits. Les dépouilles de 6 personnes ainsi que 16 personnes blessées ont été recueillies par les équipes d'ambulanciers. L'attentat a été revendiqué par les Chebab, un groupe armé affilié à Al-Qaïda. Dans un communiqué publié sur un site pro-Chebab, ces derniers ont confirmé avoir visé le quartier général du district de Odan en utilisant un véhicule rempli d'explosifs. Les Chebab ont juré la perte du gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale somalienne, contre des cibles gouvernementales, sécuritaires ou civiles. Assise à même le sol, avec un arbre de paix à main, pleurant, chantant, priant chapelet en main pour certaines et vêtues de noir. Venues du sud et du nord-ouest du Cameroun, elles dénoncent les abus dont elles sont victimes avec leurs filles depuis 2 ans.
Au cours de cette manifestation pacifique organisée ici à Bamenda, les femmes souhaitent que les protagonistes de la crise aillent au dialogue afin qu'elles puissent reprendre leurs activités et se prendre en charge. Tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on est en train de demander à nos frères, à nos pères, à nos sœurs qui est derrière, à nos ministres, à tout le monde qui peut, qu'on veut seulement la paix. Les femmes sont fatiguées, on veut la paix. Cette deuxième sortie des femmes intervient alors que les tensions, les vandalismes, les kidnappings, de nombreux rapts et assassinats sont toujours signalés dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pourtant, dans près d'un mois, le Cameroun se rendra aux urnes pour élire son nouveau président. Un calendrier qui éveille davantage les interrogations sur la mesure de sécurité et la conduite à tenir dans ces zones en crise. Plusieurs personnes ont été tuées lors d'une explosion et un incendie au Nigeria. L'incident dans lequel des dizaines de personnes ont été brûlées s'est produit dans une station de remplissage de bouteilles de gaz à Lafia, près de la capitale Abuja, dans le centre du pays. Peu de temps après le drame, le président nigérien Muhammadu Buhari a exprimé sa forte inquiétude quant au bilan élevé. Mais le gouvernement du pays n'a toutefois pas donné de chiffres précis quant au nombre de victimes. Les pompiers ont combattu les flammes pendant des heures. Un habitant de Lafia a raconté à Channels TV que les résidents du quartier s'étaient mobilisés en vain contre l'installation de ce commerce dangereux dans une zone résidentielle. Au Nigeria et plus généralement dans la région ouest africaine, où les ménages cuisinent souvent avec des bouteilles de gaz, les accidents sont fréquents en raison de règles de sécurité trop laxistes ou d'imprudence. De nombreux étudiants sont descendus dans les rues à Abidjan pour protester contre des frais de scolarité en Côte d'Ivoire. Très tôt, la tension est montée entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ces derniers ont affronté les forces de l'ordre aux divers points d'entrée de l'énorme campus de l'université au Foué-Boigny de Cocody, un quartier central d'Abidjan. Ils ont lancé des pierres et perturbé la circulation dans toute la ville. Les forces de l'ordre déployées en masse ont riposté par de nombreux tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Les étudiants à travers cette manifestation dénoncent les frais annexes de scolarité. Il s'agit de montants réclamés par chaque établissement en plus des droits d'inscription et qui officiellement servent à gérer les dossiers de chaque étudiant. Ces cotisations varient entre 10 000 francs CFA et 200 000 francs CFA selon les établissements publics et privés. Les jeunes réclament aussi des bourses et de meilleures conditions d'études. En 2017-2018, les frais annexes avaient déjà débouché sur des manifestations et des troubles. Le ministère avait finalement suspendu leur paiement dans certains établissements. Ces heurts entre étudiants et forces de l'ordre ne sont pas rares en Côte d'Ivoire. La FESTI, entendez Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, puissant syndicat proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, est souvent à l'origine de manifestations parfois violentes. C'est dans le centre international de conférence d'Accra que des officiers de l'armée gardaient les dépouilles de Kofi Annan. Cercueil drapé des couleurs du drapeau ghanéen, battement de tambour, tout était passé au peigne fin pour rendre un dernier hommage au fils du pays avant ses funérailles. Cet homme est un homme de toutes les nations. Il a eu un grand impact pour notre pays et le monde. Ce que j'ai appris de cet homme, c'est que vous soyez noir ou blanc, nous appartenons tous à une race humaine. We are white, we all belong to one human race. He was the first black African to become... Il a été le premier Africain à devenir secrétaire général de l'ONU et il est originaire du Ghana et je suis ghanéen. C'est mon ancêtre, c'est mon père. He's my old man, he's my dad. He was friendly. Il était amical, il se souciait de tout le monde. C'est une bonne personne et c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui pour jouer du tambour. That's why you came here to play our cultural drama.
Le corps du diplomate a été rapatrié lundi de Suisse où il résidait. L'enterrement se déroulera jeudi dans la capitale ghanéenne. Première personnalité d'Afrique subsaharienne à avoir dirigé l'instance internationale et lauréat du prix Nobel de la paix en 2001, Kofi Annan est décédé à l'âge de 80 ans le 18 août dernier après une courte maladie. Des dizaines de leaders du monde sont attendus à Accra jeudi pour les funérailles. Un service funéraire privé sera ensuite organisé dans le cimetière militaire de la capitale. La cérémonie sobre et religieuse qui s'est déroulée au Centre international de conférence d'Accra, en présence du cercueil recouvert du drapeau vert, jaune, noir et rouge du Ghana, marque la fin des 3 jours de deuil national où Ghanéens et dignitaires ont pu rendre un dernier hommage à Kofi Annan. Quelques centaines de personnes ont assisté à la cérémonie officielle, dont au premier rang son épouse Nan Maria Annan et sa famille proche, ainsi que le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Également présents des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, des représentants de l'Union européenne et la princesse Béatrice, ancienne reine des Pays-Bas, qui est une amie proche de la famille Annan. Ces funérailles, qui ont duré toute la matinée, ont été suivies d'un enterrement privé dans le cimetière militaire d'Accra. Né à Koumassi, deuxième ville du pays et capitale de la région d'Ashanti, Kofi Annan a consacré 4 décennies de sa vie à l'ONU qu'il a dirigée de 1997 à 2006. Premier originaire d'Afrique subsaharienne à parvenir à ce poste, il fut également lauréat du prix Nobel de la paix en 2001. Kofi Annan est décédé le 18 août à l'âge de 80 ans à son domicile en Suisse après une brève maladie. Cette affaire de lettres cristallise la tension au sein du PDS, le parti de l'ex-président Abdoulaye Wade, à 6 mois de la présidentielle. Inquiet de l'invalidation de l'inscription de Karim Wade, candidat désigné du parti sur les listes électorales, et le rejet par la Cour suprême de son recours, les cadres du parti Domadi Kenya ont demandé dans une correspondance adressée à Maître Abdoulaye Wade une alternative à la candidature de son fils, ce qui n'a visiblement pas plu à l'ancien chef de l'État qui ne digère surtout pas la présence de Madi Kenya parmi les signataires de cette correspondance. Ce dernier est un de ses fidèles compagnons. Il est aussi le président du groupe parlementaire du PDS à l'Assemblée nationale. Dans une lettre incendiaire, Wade s'en est violemment pris à lui, l'accusant avec les autres de comploter pour créer une rébellion au sein du parti. Une accusation rejetée par Madi Kenya qui affirme être déçu que Wade se soit ainsi trompé sur son compte. Néanmoins, il reconnaît avoir transmis à l'ancien président le 3 septembre dernier une correspondance personnelle et confidentielle dans laquelle il évoque les mêmes inquiétudes. Malgré cette bataille de communication par correspondance interposée, le Parti démocratique PDS tient droit dans sa ligne et maintient la candidature de Karim Wade. Nous n'avions pas de plan B. Au moment où nous avons donc désigné Karim Wade comme notre candidat à l'élection présidentielle, nous n'avions pas envisagé qu'il y ait une autre possibilité. Que quelques personnes aient pensé avoir une opinion sur un sujet donné, ça, nous sommes un parti démocratique et le président l'a montré que ces personnes-là ont tout à fait le droit d'avoir leur opinion, mais que le parti a son opinion de manière générale. Et l'opinion, c'est qu'on ne présentera pas de plan B. Cette déclaration a le mérite d'être claire. Pour le PDS, Karim est le candidat de l'espoir. Le parti va se battre jusqu'au bout pour que sa candidature soit acceptée. Déjà, mardi soir, les libéraux ont lancé officiellement leur campagne de collecte des parrainages pour le candidat Karim Wade.